Eh bien, messieurs, qu'avez-vous donc à rester là, les bras croisés dit monsieur Guillaume à ses trois néophytes. Mais autrefois, sarpageux, quand j'étais chez le sieur Chevrel, j'avais déjà visité plus de 2 pièces de drap. Il faisait donc jour de meilleure heure, dit le second commis, que cette tâche concernait. Le vieux négociant ne put s'empêcher de sourire, quoique 2 de ces 3 jeunes gens, confiés à ses soins par leur père, riche manufacturier de Louviers et de Sedan, n'eussent qu'à demander 100 000 francs pour les avoir, le jour où ils seraient en âge de s'établir. Guillaume croyait de son devoir de les tenir sous le férule d'un antique despotisme, inconnu de nos jours dans les brillants magasins modernes, dont les commis veulent être riches à 30 ans. Il les faisait travailler comme des nègres. À eux 3, ces commis suffisaient à une besogne qui aurait mis sur les dents 10 de ses employés, dont le sybaratisme enfle aujourd'hui les colonnes du budget. Aucun bruit ne troublait la paix de cette maison solennelle, où les gongs semblaient toujours huilés, et dont le moindre meuble avait cette propreté respectable qui annonce un ordre et une économie sévères. Souvent, le plus espiègle des commis s'était amusé à écrire sur le fromage de gruyère qu'on leur abandonnait au déjeuner, et qu'il se plaisait à respecter la date de sa réception primitive. Cette malice et quelques autres semblables faisaient parfois sourire la plus jeune des 2 filles de Guillaume, la jolie vierge qui venait d'apparaître aux passants enchantés. Quoique chacun des apprentis, et même le plus ancien, payât une forte pension, aucun d'eux n'eût été assez hardi pour rester à la table du patron au moment où le dessert y était servi. Lorsque madame Guillaume parlait d'accommoder la salade, ces pauvres gens tremblaient en songeant avec quelle parcimonie sa prudente main savait y épancher l'huile. Il ne fallait pas qu'il s'avisache de passer une nuit dehors sans avoir donné longtemps à l'avance un motif plausible de cette irrégularité. Chaque dimanche, et à tour de rôle, 2 commis accompagnaient la famille Guillaume à la messe de Saint-Leu et aux vêpres. Mesdemoiselles Virginie et Augustine, modestement vêtues d'indiennes, prenaient chacune le bras d'un commis et marchaient en avant, sous les yeux perçants de leur mère, qui fermait ce petit cortège domestique avec son mari accoutumé par elle à porter 2 gros paroissiens reliés en maroquin noir. Le second commis n'avait pas d'appointement. Quant à celui que 12 ans de persévérance et de discrétion initiés au secret de la maison, il recevait 800 francs en récompense de ses labeurs. À certaines fêtes de famille, il était gratifié de quelques cadeaux auxquels la main sèche et ridée de madame Guillaume donnait seule du prix, des bourses en filet qu'elle avait soin d'emplir de coton pour faire valoir leur dessin à jour, des bretelles fortement conditionnées ou des paires de bas de soie bien lourdes. Quelquefois, mais rarement, ce premier ministre était admis à partager les plaisirs de la famille, soit quand elle allait à la campagne, soit quand, après des mois d'attente, elle se décidait à user de son droit à demander, en louant une loge, une pièce à laquelle Paris ne pensait plus. Quant aux 2 autres commis, la barrière de respect qui séparait jadis un maître drapier de ses apprentis était placée si fortement entre eux et le vieux négociant, qu'il leur eût été plus facile de voler une pièce de drap que de déranger cette auguste étiquette. Cette réserve peut paraître ridicule aujourd'hui, néanmoins, ces vieilles maisons étaient des écoles de mœurs et de probité. Les maîtres adoptaient leurs apprentis, le linge d'un jeune homme était soigné, réparé, quelquefois renouvelé par la maîtresse de la maison. Un commis tombait-il malade, il devenait l'objet de soins vraiment maternels. En cas de danger, le patron prodiguait son argent pour appeler les plus célèbres docteurs, car il ne répondait pas seulement des mœurs et du savoir de ces jeunes gens à leurs parents. Si l'un d'eux, honorable par le caractère, éprouvait quelque désastre, ces vieux négociants savaient apprécier l'intelligence qu'ils avaient développée. Ils n'hésitaient pas à confier leur bonheur de leur fille à celui auquel ils avaient pendant longtemps confié leur fortune. Guillaume était un de ces hommes antiques, et, s'il en avait les ridicules, il en avait toutes les qualités. Aussi, Joseph Lebas, son premier commis, orphelin et sans fortune, était-il, dans son idée, le futur époux de Virginie, sa fille aînée. Mais Joseph ne partageait point les pensées symétriques de son patron, qui, pour un empire, n'aurait pas marié sa seconde fille avant la première. L'infortuné commis se sentait le cœur entièrement pris pour mademoiselle Augustine la cadette. Afin de justifier cette passion qui avait grandi secrètement, il est nécessaire de pénétrer plus avant dans les ressorts du gouvernement absolu qui régissait la maison du vieux marchand drapier.
Guillaume avait 2 filles. L'aînée, mademoiselle Virginie, était tout le portrait de sa mère. Madame Guillaume, fille du sieur Chevrel, se tenait si droite sur la banquette de son comptoir que plus d'une fois elle avait entendu des plaisants parier qu'elle y était empalée. Sa figure maigre et longue trahissait une dévotion outrée. Sans grâce et sans manière aimable, Madame Guillaume ornait habituellement sa tête presque sexagénaire d'un bonnet dont la forme était invariable et garni de barbe comme celui d'une veuve. Tout le voisinage l'appelait la sœur Tourière. Sa parole était brève et ses gestes avaient quelque chose des mouvements saccadés d'un télégraphe. Son œil, clair comme celui d'un chat, semblait en vouloir à tout le monde, de ce qu'elle était laide. Mademoiselle Virginie, élevée comme sa jeune sœur sous les lois despotiques de leur mère, avait atteint l'âge de 28 ans. La jeunesse atténuait l'air disgracieux que sa ressemblance avec sa mère donnait parfois à sa figure, mais la rigueur maternelle l'avait dotée de 2 grandes qualités qui pouvaient tout contrebalancer. Elle était douce et patiente. Mademoiselle Augustine, à peine âgée de 18 ans, ne ressemblait ni à son père ni à sa mère. Elle était de ces filles qui, par l'absence de tout lien physique avec leurs parents, font croire à ce dicton de Prude « Dieu donne les enfants ». Augustine était petite, ou pour la mieux peindre, mignonne. Gracieuse et pleine de candeur, un homme du monde n'aurait pu reprocher à cette charmante créature que des gestes mesquins ou certaines attitudes communes, et parfois de la gêne. Sa figure silencieuse et immobile respirait cette mélancolie passagère qui s'empare de toutes les jeunes filles trop faibles pour oser résister aux volontés d'une mère. Toujours modestement vêtues, les 2 sœurs ne pouvaient satisfaire la coquetterie innée chez la femme que par un luxe de propreté qui leur allait à merveille, et les mettait en harmonie avec ses comptoirs luisants, avec ses rayons sur lesquels le vieux domestique ne souffrait pas un grain de poussière, avec la simplicité antique de tout ce qui se voyait autour d'elle, obligées par leur genre de vie à chercher des éléments de bonheur dans des travaux obstinés. Auguste et Virginie n'avaient donné jusqu'alors que du contentement à leur mère, qui s'applaudissait secrètement de la perfection du caractère de ses filles. Il est facile d'imaginer les résultats de l'éducation qu'elles avaient reçue. Élevées pour le commerce, habituées à n'entendre que des raisonnements et des calculs tristement mercantiles, n'ayant étudié que la grammaire, la tenue des livres, un peu d'histoire juive, l'histoire de France dans le rageois, et ne lisant que les auteurs dont la lecture leur était permise par leur mère, leurs idées n'avaient pas pris beaucoup d'étendue. Elles savaient parfaitement tenir un ménage, elles connaissaient le prix des choses, elles appréciaient les difficultés que l'on éprouve à amasser l'argent. Elles étaient économes et portaient un grand respect aux qualités du négociant. Malgré la fortune de leur père, elles étaient aussi habiles à faire des reprises qu'à festonner. Souvent leur mère parlait de leur apprendre la cuisine afin qu'elles sussent bien ordonner un dîner, et pussent gronder une cuisinière en connaissance de cause. Ignorant les plaisirs du monde et voyant comment s'écoulait la vie exemplaire de leurs parents, elles ne jetaient que bien rarement leur regard au-delà de l'enceinte de cette vieille maison patrimoniale qui, pour leur mère, était l'univers. Les réunions occasionnées par les sonorités de famille formaient tout l'avenir de leur joie terrestre. Quand le grand salon situé au 2e étage devait recevoir Madame Requin, une demoiselle Chevrel, de 15 ans moins âgée que sa cousine et qui portait des diamants, le jeune Rabourdin, sous-chef aux finances, M. César Birotteau, riche parfumeur, et sa femme appelée Madame César, M. Camusot, le plus riche négociant en soieries de la rue des Bourdonnais, 2 ou 3 vieux banquiers et des femmes irréprochables. Les après-nécessités, par la manière dont l'argenterie, les porcelaines de Saxe, les bougies, les cristaux étaient empaquetés, faisaient une diversion à la vie monotone de ces 3 femmes, qui allaient et venaient, en se donnant autant de mouvements que des religieuses pour la réception d'un évêque. Puis, quand le soir, fatiguées toutes 3 d'avoir essuyé, frotté, déballé, mis en place les ornements de la fête, les 2 jeunes filles aidaient leur mère à se coucher. Madame Guillaume leur disait « Nous n'avons rien fait aujourd'hui, mes enfants, lorsque, dans ces assemblées solennelles, la sœur Tourière permettait de danser en confinant les parties de Boston, de Witch et de Tric-Trac dans sa chambre à coucher. Cette concession était comptée parmi les félicités les plus inespérées et causait un bonheur égal à celui d'aller à 2 ou 3 grands bals où Guillaume menait ses filles à l'époque du carnaval. Enfin, une fois par an, l'honnête drapier donnait une fête pour laquelle rien n'était épargné. Quelque riches et élégants que fussent les personnes invitées, elles se gardaient bien d'y manquer, car les maisons les plus considérables de la place avaient recours à l'immense crédit, à la fortune ou à la vieille expérience de M. Guillaume, mais les 2 filles de ce digne négociant
ne profitaient pas autant qu'on pourrait le supposer des enseignements que le monde offre à de jeunes âmes. Elles apportaient dans ces réunions, inscrites d'ailleurs sur le carnet d'échéance de la maison, des parures dont les mesquineries les faisaient rougir. Leur manière de danser n'avait rien de remarquable, et la surveillance maternelle ne leur permettait pas de soutenir la conversation autrement que par oui et non avec leurs cavaliers. Puis la loi de la vieille enseigne du chat qui pelote leur ordonnait d'être rentrés à 11 heures, moment où les bals et les fêtes commencent à s'animer. Ainsi leur plaisir, en apparence assez conforme à la fortune de leur père, devenait souvent insipide par les circonstances qui tenaient aux habitants et aux principes de cette famille. Quant à leur vie habituelle, une seule observation s'acheva de la peindre. Madame Guillaume exigeait que ses deux filles fussent habillées de grand matin, qu'elles descendirent tous les jours à la même heure et soumettent leur occupation à une régularité monastique. Cependant, Augustine avait reçu du hasard une âme assez élevée pour sentir le vide de cette existence. Parfois ses yeux bleus se relevaient comme pour interroger les profondeurs de cet escalier sombre et de ces magasins humides. Après avoir sondé ce silence de cloître, elle semblait écouter de loin de confuses révélations de cette vie passionnée qui met les sentiments à un plus haut prix que les choses. En ces moments, son visage se colorait, ses mains inactives laissaient tomber la blancheur mousseline sur le chêne poli du comptoir. Et bientôt, sa mère lui disait d'une voix qui restait toujours aigre, même dans les tons les plus doux: « Augustine, à quoi pensez-vous donc, mon bijou ? Peut-être qu'Hippolyte, comte de Douglas, et le comte de Comminges, deux romans trouvés par Augustine dans l'armoire d'une cuisinière récemment renvoyée par Madame Guillaume, contribuaient-ils à développer les idées de cette jeune fille qui les avait furtivement dévorées pendant de longues nuits de l'hiver précédent. Les expressions de désir vague, la voix douce, la peau de jasmin et les yeux bleus d'Augustine avaient donc allumé dans l'âme du pauvre Lebas un amour aussi violent que respectueux. Par un caprice facile à comprendre, Augustine ne se sentait aucun goût pour l'orphelin. Peut-être était-ce parce qu'elle ne se savait pas aimer. En revanche, les longues jambes, les cheveux châtains, les grosses mains et l'encoulure vigoureux du premier commis avaient trouvé une secrète admiratrice dans mademoiselle Virginie, qui, malgré ses 50 000 écus de dot, n'était demandée en mariage par personne. Rien de plus naturel que ces deux passions inversées, nées dans le silence de ces comptoirs obscurs, comme fleurissent des violettes dans la profondeur d'un bois. La muette et constante contemplation qui réunissait les yeux de ces jeunes gens par un besoin violent de distraction au milieu des travaux obstinés et d'une paix religieuse devait tôt ou tard exciter des sentiments d'amour. L'habitude de voir une figure y fait découvrir insensiblement les qualités de l'âme et finit par en effacer les défauts. Au train dont y va cet homme, nos filles ne tarderont pas à se mettre à genoux devant un prétendu, se dit M. Guillaume en lisant le premier décret par lequel Napoléon anticipa sur les classes de conscrits. Dès ce jour désespérèrent de voir sa fille aînée se faner. Le vieux marchand se souvient d'avoir épousé mademoiselle Chevrel à peu près dans la situation où se trouvaient Joseph Lebas et Virginie. Quelle belle affaire que de marier sa fille et d'acquitter une dette sacrée en rendant à un orphelin le bienfait qu'il avait reçu jadis de son prédécesseur, dans les mêmes circonstances. Âgé de 33 ans, Joseph Lebas pensait aux obstacles que 15 ans de différence mettaient entre Augustine et lui. Trop perspicace d'ailleurs pour ne pas deviner les desseins de M. Guillaume. Il en connaissait assez les principes inexorables pour savoir que jamais la cadette ne se marierait avant l'aînée. Le pauvre commis, dont le cœur était aussi excellent que ses jambes étaient longues et son buste épais, souffrait donc en silence. Tel était l'état des choses dans cette petite république, qui, au milieu de la rue Saint-Denis, ressemblait assez à une succursale de la Trappe. Mais pour rendre un compte exact des événements extérieurs comme des sentiments, il est nécessaire de remonter à quelques mois avant la scène par laquelle commence cette histoire. À la nuit tombante, un jeune homme passant devant l'obscure boutique du chat qui pelote y était resté un moment en contemplation, à l'aspect d'un tableau qui aurait arrêté tous les peintres du monde. Le magasin, n'étant pas encore éclairé, formait un plan noir au fond duquel se voyait la salle à manger du marchand. Une lampe astrale y répandait ce jour jaune qui donne tant de grâce au tableau de l'école hollandaise. Le linge blanc, l'argenterie, les cristaux formaient de brillants accessoires qu'embellissaient encore de vives oppositions entre l'ombre et la lumière. La figure du père de famille et celle de sa femme, les visages des commis et les formes pures d'Augustine, à 2 pas de laquelle se tenait une grosse fille joufflue, composait un groupe si curieux. Ses têtes étaient si originales
et chaque caractère avait une expression si franche. On devinait si bien la paix, le silence et la modeste vie de cette famille, que, pour un artiste accoutumé à exprimer la nature, il y avait quelque chose de désespérant à vouloir rendre cette scène fortuite. Ce passant était un jeune peintre qui, 7 ans auparavant, avait remporté le Grand Prix de peinture. Il revenait de Rome, son âme nourrie de poésie, ses yeux rassasiés de Raphaël et de Michel-Ange, avaient soif de la nature vraie, après une longue habitation du pays pompeux, où l'art a jeté partout son grandiose, faux ou juste, tel était son sentiment personnel. Abandonné longtemps à la fougue des passions italiennes, son cœur demandait une de ces vierges modestes et recueillies que malheureusement il n'avait su trouver qu'en peinture à Rome, de l'enthousiasme imprimé à son âme exaltée par le tableau naturel qu'il contemplait. Il passa naturellement à une profonde admiration pour la figure principale. Augustine paraissait pensive et ne mangeait point. Par une disposition de la lampe, dont la lumière tombait entièrement sur son visage, son buste semblait se mouvoir dans un cercle de feu qui détachait plus vivement les contours de sa tête et l'illuminait d'une manière quasi surnaturelle. L'artiste la compara involontairement à un ange exilé qui se souvient du ciel. Une sensation presque inconnue, un amour limpide et bouillonnant, inonda son cœur, après être demeuré pendant un moment comme écrasé sous le poids de ses idées. Il s'arracha à son bonheur, rentra chez lui, ne mangea pas, ne dormit point. Le lendemain, il entra dans son atelier pour n'en sortir qu'après avoir déposé sur une toile la magie de cette scène dont le souvenir l'avait en quelque sorte fanatisé. Sa félicité fut incomplète tant qu'il ne possédait pas un fidèle portrait de son idole. Il passa plusieurs fois devant la maison du chat qui pelote. Il osa même y entrer 1 ou 2 fois sous le masque d'un déguisement, afin de voir de plus près la ravissante créature que madame Guillaume couvrait de son aile. Pendant 8 mois entiers, adonné à son amour, à ses pinceaux, il resta invisible pour ses amis les plus intimes, oubliant le monde, la poésie, le théâtre, la musique et ses plus chères habitudes. Un matin, Girodet força toutes ces consignes que les artistes connaissaient et savent éluder, parvint à lui et le réveilla par cette demande. « Que mettras-tu au salon ?» L'artiste saisit la main de son ami, l'entraîne à son atelier, découvre un petit tableau de chevalet et un portrait. Après une lente et avide contemplation des 2 chefs-d'œuvre, Girodet saute au cou de son camarade et l'embrasse, sans trouver de paroles. Ses émotions ne pouvaient se rendre que comme il les sentait, d'âme à âme. « Tu es amoureux ?» dit Girodet. Tous deux savaient que les plus beaux portraits de Titien, de Raphaël et de Léonard de Vinci sont dus à des sentiments exaltés qui, sous diverses conditions, engendrent d'ailleurs tous les chefs-d'œuvre. Pour toute réponse, le jeune artiste incline la tête. « Es-tu heureux de pouvoir être amoureux ici en revenant d'Italie ? Je ne te conseille pas de mettre de telles œuvres au salon, ajouta le grand peintre. Vois-tu, ces 2 tableaux n'y seraient pas sentis. Ces couleurs vraies, ce travail prodigieux, ne peuvent pas encore être appréciés. Le public n'est plus accoutumé à tant de profondeur. Les tableaux que nous peignons, mon bon ami, sont des écrans, des paravents. Tiens, faisons plutôt des vers et traduisons les anciens. Il y a plus de gloire à en attendre que de nos malheureuses toiles. » Malgré cet avis charitable, les 2 toiles furent exposées. La scène d'intérieur fit une révolution dans la peinture. Elle donna naissance à ces tableaux de genre dont la prodigieuse quantité importée à toutes nos expositions pourrait faire croire qu'ils s'obtiennent par des procédés purement mécaniques. Quant au portrait, il est peu d'artistes qui ne gardent le souvenir de cette toile vivante à laquelle le public, quelquefois juste en masse, laissa la couronne que Girodet y plaça lui-même. Les 2 tableaux furent entourés d'une foule immense. On s'y tua, comme disent les femmes. Des spéculateurs de grands seigneurs couvrirent ces 2 toiles de double Napoléon. L'artiste refusa obstinément de les vendre. Il refusa d'en faire des copies. On lui offrit une somme énorme pour les laisser graver. Les marchands ne furent pas plus heureux que ne l'avaient été les amateurs. Quoique cette aventure fît du bruit dans le monde, elle n'était pas de nature à parvenir au fond de la petite Thébaïde de la rue Saint-Denis. Néanmoins, en venant faire une visite à madame Guillaume, la femme du notaire parla de l'exposition devant Augustine, qu'elle aimait beaucoup, et lui en expliqua le but. Le babil de madame Requin inspira naturellement à Augustine le désir de voir les tableaux, et la hardise de demander secrètement à sa cousine de l'accompagner au Louvre. La cousine réussit dans la négociation qu'elle entama auprès de madame Guillaume pour obtenir la permission d'arracher sa petite cousine à ces tristes travaux pendant environ 2 heures. La jeune fille pénétra donc à travers la foule jusqu'au tableau couronné. Un frisson la fit trembler comme une feuille de bouleau quand elle se reconnut. Elle eut peur de regarder autour d'elle pour rejoindre madame Requin,
de qui elle avait été séparée par un flot de monde. En ce moment, ses yeux effrayés rencontrèrent la figure enflammée du jeune peintre. Elle se rappela tout d'un coup la physionomie d'un promeneur qui, curieuse, elle avait souvent remarqué en croyant que c'était un nouveau voisin. « Vous voyez ce que l'amour m'a fait faire » dit l'artiste à l'oreille de la timide créature qui resta tout épouvantée de ces paroles. Elle trouva un courage surnaturel pour feindre la presse et pour rejoindre sa cousine encore occupée à percer la masse du monde qui l'empêchait d'arriver jusqu'au tableau. « Vous seriez étouffée » s'écria Augustine, « partons !»